BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Eh bien, merci d'être toujours avec nous. Deuxième partie de ce De quoi je me mêle, ici sur notre plateau de Tech Co et de BFM Business. Et bienvenue à Vivatech, ce grand salon dédié aux nouvelles technologies qui se déroule jusqu'à samedi. Si vous regardez ou écoutez De quoi je me mêle. Avant samedi, eh bien, sachez qu'en plus, samedi, c'est une journée qui est ouverte au grand public. C'est intéressant parce que voilà, vous pouvez venir découvrir évidemment toutes les innovations qui sont présentées ici. Ce qui est intéressant, et ça je vous le dis, c'est un petit secret, si vous allez sur le site de Vivatech, il y a des places gratuites à remporter, donc allez-y. Pour cette deuxième partie, on va parler e-santé. Sujet passionnant, bien sûr, qu'on va évoquer avec nos trois invités que je vous présente. Antoine Tenière, bonjour Antoine et merci d'être là. Bonjour François, merci. Directeur général de Paris Santé Campus. Marie Cotier-Slou est avec nous aussi. Bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes la présidente de Lucine et Elidan Mimouni, directeur général de Medadom. Bonjour François. Voilà, deux startups donc dédiées à la médecine et à la tech. Et puis Antoine, qui met en musique tout ça. Vous êtes un peu un chef d'orchestre de la e-santé en France. Vous êtes le patron en quelque sorte de Paris Santé Campus. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce qu'est Paris Santé Campus ? Oui, Paris Santé Campus, c'est un centre unique qui accueille tous les acteurs qui ont vocation à transformer le système de santé avec des outils numériques. La santé ne fait pas exception. On a vu la musique, les transports et beaucoup d'autres innovations dans différents secteurs ici à Vivatech. Et donc, le Covid a montré à chacun comment le numérique pouvait être une solution essentielle pour répondre à un certain nombre de problématiques du système de santé. Que ce soit dans la télémédecine, dans l'utilisation des tests informatisés, la recherche d'informations sur de la santé, etc. Le numérique aujourd'hui transforme profondément la façon dont chacun va discuter, échanger, aller chercher de l'information avec un professionnel de santé. Et donc Paris Santé Campus, c'est l'endroit où tout va se passer. C'est un endroit qui rassemble de façon unique des chercheurs, des soignants, des étudiants, des start-upers, des entreprises, des grands groupes et des institutions pour avoir vraiment une logique d'écosystème. Voilà, donc c'est à la fois un centre de formation, d'innovation, et puis surtout, pour tous ces ingénieurs, on va dire ces scientifiques qui viennent travailler chez vous, vous leur donnez cette petite étincelle entrepreneuriale pour qu'après ils puissent transformer leur bonne idée en business. Parce que derrière tout ça, forcément, il y a du business, c'est capital en fait. Absolument, les grands enjeux, c'est d'abord d'accompagner toute la stratégie autour de la donnée, d'accompagner la création de ces nouveaux métiers qui vont penser le numérique, de se focaliser sur tous les enjeux de création de valeur médicale et économique. Donc on revient sur la question de la création d'entreprises, la création d'emplois, et puis faire monter des champions français comme Doctolib. Donc l'idée, c'est d'avoir plein de nouveaux champions, et Lucine et Medadom seront peut-être dans cette lignée-là. On leur souhaite. Et puis surtout, de penser l'impact positif que le numérique peut avoir pour le système de santé. C'est essentiel. Vous parliez tout à l'heure de l'intelligence artificielle et des risques qu'elle peut amener. Avoir une préoccupation sur la façon dont on peut donner des garanties à chacun que ces nouveaux outils vont amener des aspects positifs, c'est absolument essentiel. Alors, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ce Paris Santé Campus regorge de bonnes idées. Vous avez même une cabine de télémédecine à distance qui est assez étonnante. Voilà, ça grouille, on va dire. Et puis, on se rend compte aussi que, comme vous le disiez, avec le Covid, tout a été accéléré en quelque sorte. Il faut penser, imaginer l'hôpital de demain, on est d'accord, qui est en mauvaise posture, vous le savez mieux que moi. C'est là aussi qu'on est en train de réinventer le système médical de demain. Alors, on pense l'hôpital de demain, mais surtout, on pense en dehors de l'hôpital, parce que l'évolution du système de santé, c'est la prévention. Voilà, l'hôpital de demain, c'est le dernier checkpoint, en fait. Et il vaut mieux éviter d'y arriver. Exactement. Et donc, ce qu'on voit qui est évidemment très parlant et très concret, c'est les innovations du bloc opératoire, les innovations de certains nouveaux médicaments, etc. Mais au-delà de ça, le grand mouvement, c'est justement d'éviter que les patients aillent à l'hôpital. La prévention. Et la prévention, et de développer tous les outils où le numérique va être un levier essentiel pour faire en sorte à la fois d'accompagner les patients en dehors de l'hôpital et surtout de pouvoir mesurer, suivre, monitorer des parcours de soins qui vont éviter à des patients d'aller à l'hôpital. Antoine, des Apple, des Google, des Samsung, des Huawei qui sont juste là derrière, c'est des amis ou des ennemis en fait de la santé, à votre avis ?
on discute avec tout le monde, c'est très important de comprendre d'où vient l'innovation, quelles sont les bonnes idées. Après, il y a la question du partage, et notamment du partage des données. Et donc, on ne partage pas forcément avec tout le monde. L'enjeu, ensuite, c'est d'avoir des projets, de comprendre comment on va partager de la valeur et comment est-ce qu'on va imaginer des projections communes. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on réfléchit. Évidemment, l'enjeu, c'est d'accompagner des jeunes entreprises, des jeunes chercheurs français et européens. Et en ce sens-là, il y a en ce moment un mouvement extraordinaire de coordination à l'échelle européenne qui permet de se dire que Apple, Google et d'autres, qui ont tous commencé avec des petits pas, on est en train de les faire monter en Europe. Et ça, c'est essentiel. Très bien. Alors j'imagine que vous avez arpenté les allées de ce salon. Beaucoup d'innovations en matière de e-santé. Énormément d'innovation dans tous les sujets, à la fois dans les questions d'accès aux soins, la façon justement dont les patients vont échanger avec des professionnels de santé, beaucoup d'éléments autour du diagnostic. Vous parliez tout à l'heure là aussi de l'intelligence artificielle, la performance qui va être améliorée à travers les images, beaucoup d'éléments sur des thérapies digitales. C'est absolument fascinant de voir la vitesse exponentielle de ces innovations. Un des enjeux pour nous, c'est d'arriver à corréler la vitesse de l'innovation avec la vitesse de l'usage et de la régulation, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qui arrive puisse aller rapidement, rendre des services au quotidien à chaque patient. Alors vous êtes venu avec 2 startups voilà, que vous vouliez nous présenter dans De quoi je mail. On va les découvrir tout de suite. Marie Cotier-Slou, donc présidente générale de Lucine. Alors présentez-nous Lucine, s'il vous plaît. Alors, bonjour à tous, merci beaucoup en tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Donc Lucine, c'est une entreprise qui fabrique des thérapies numériques capables d'agir sur la douleur chronique. Et de manière générale, on a choisi une première indication qui nous tenait beaucoup à cœur, qui sont les douleurs chroniques pelvipérinéales liées à l'endométriose. Autrement dit, les douleurs intimes de ces femmes. L'endométriose aujourd'hui, c'est 10% de ces femmes, 10% des femmes au niveau du monde. Et malheureusement, c'est aucun traitement qui permet véritablement d'avoir une action sur leur douleur au quotidien. D'accord. Et alors, comment vous arrivez justement à pallier à ça? Comment faites-vous? Alors, comme j'ai tendance à dire, Lucine, c'est le nom d'une déesse qui, quand les femmes subissaient les douleurs de l'accouchement pendant l'Antiquité, elle répétait 3 fois le nom Lucine, et au bout de la 3e fois, leur douleur disparaissait comme par magie. Alors nous, c'est plus de la magie maintenant, c'est de la science, c'est de la neuroscience plus spécifiquement, et on va utiliser des fréquences sonores, visuelles, des séquences en 3 dimensions également par casque de réalité virtuelle, des thérapies cognitivo-comportementales qu'on a retravaillées et qu'on a mis à peu près 8 ans, parce que c'est une formule égale 8 ans de travail, pour pouvoir agir spécifiquement sur certains neurotransmetteurs du cerveau en les bloquant ou les excitant. C'est-à-dire que finalement, si je schématise, vous allez stimuler le cerveau d'une certaine manière qui va faire qu'on oubliera certaines douleurs. Alors on ne va pas l'oublier, on va bien les supporter. On va faire en sorte, comme un antidouleur conventionnel, on va faire en sorte que votre corps permette à ce message de devenir acceptable. Et donc, cliniquement, ça se traduit par une réduction de la douleur significative, ça se traduit aussi par une réduction de la douleur dans le temps. Parce qu'effectivement, ne plus avoir mal pendant 30 minutes quand on a de la douleur chronique, malheureusement, ce n'est pas très impactant. Ne plus avoir mal pendant plusieurs jours, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, vous vous focalisez sur l'endométriose, mais la douleur, elle est tout autre. Ça veut dire que vous travaillez aussi sur peut-être d'autres stimulations qui feraient qu'on pourrait peut-être réduire certaines douleurs, d'autres pathologies? Tout à fait. On a choisi l'endométriose parce qu'on a une fonction aussi sociale en tant qu'entreprise dans la santé. D'accord. Mais effectivement, nous travaillons aujourd'hui sur d'autres types de formules qui permettront à terme, on l'espère, parce que ça reste de la science. Donc je veux bien dire aux patients qu'on fait tout pour que ça marche, mais je ne peux pas promettre encore aujourd'hui. En tout cas, on essaye de faire en sorte de trouver des formules qui puissent agir d'ici 4 ans sur 25% de la population mondiale, à savoir les personnes qui souffrent de douleurs chroniques, indépendamment de la pathologie sous-jacente. À la place des anti-inflammatoires, par exemple? À la place des médicaments de manière générale, anti-inflammatoires, opioïdes, et avec un avantage qui est un niveau d'efficacité équivalent. Ça, c'est pour nous très important, voire supérieur sur certaines indications médicales, mais sans effet secondaire ni accoutumance. Antoine, ce qui est incroyable, c'est qu'encore une fois, on se rend compte de la puissance du cerveau qui arrive, grâce à certaines stimulations, à
à empêcher de prendre certaines molécules, on va dire artificielles, pour réduire la douleur. C'est fou. Absolument, c'est fascinant. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que la problématique est extrêmement importante. En France, on la mesure, mais aux États-Unis, par exemple, la prise d'antalgiques, et notamment d'antalgiques qu'on appelle majeures, est une des premières causes d'accoutumance, Les opiacés, voire de décès, exactement. Et donc, on sait que ça a été un scandale avec des centaines de milliers de personnes qui sont dépendantes de ça. Hein. Exactement. Et donc arriver à Ça a trouver été un des procès, solutions, enfin voilà. arriver à trouver des solutions pour résoudre ces problématiques-là, c'est absolument essentiel. Et puis après, c'est fascinant de voir comment la recherche sur les neurosciences, la compréhension des voies de la douleur, permet de proposer à partir du numérique des solutions tout à fait concrètes. À partir du numérique, et on se rend compte que finalement, les ressources du corps humain sont, pour certaines, encore inexplorées. On le voit avec vous finalement. Tout à fait. Et c'est important de dire que on parle des États-Unis, mais la France et l'Europe a vraiment un vrai enjeu sur la neurophysiologie et la neuroscience. On a vraiment des joueurs au niveau de la science fondamentale extraordinaires sur ce secteur. Et c'est grâce effectivement à des acteurs comme Paris Santé Campus qu'on peut avoir accès à ces chercheurs et faire en sorte effectivement que ces solutions soient françaises et inondent le monde. D'accord. Quelle est la relation que vous avez par exemple avec Paris Santé Campus ? Les chercheurs. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très important. Avec Antoine, on travaille sur deux aspects. Le premier, c'est permettre de faire connaître les thérapies numériques, aussi bien sur la partie diagnostic que sur la partie traitement au niveau de la France, parce que c'est un élément qui est effectivement très important. Il y a encore beaucoup de questions, notamment réglementaires, parce qu'effectivement, je suis capable de choisir pour vous que vous n'ayez plus de douleur, mais vous n'en avez peut-être pas envie. Donc il y a des questions éthiques, par exemple, qui se posent sur les neurotechnologies. Et puis le deuxième élément, en tant qu'entreprise, Paris Santé Campus nous offre un écosystème qui est unique aujourd'hui en Europe, qui va nous permettre effectivement de prendre le marché européen, qui va nous permettre de nous faire connaître et surtout d'avoir accès à nos chercheurs, à cette qualité exceptionnelle qu'on a sur notre territoire et qui n'est pas toujours facilement accessible pour des startups. Merci beaucoup, Marine. On donne la parole maintenant à Elie Dalmilmouni avec Medadom. Alors là, on est sur un sujet qu'on évoque de plus en plus, qui commence à rentrer un peu dans la société. C'est la téléconsultation, hein. C'est ce que vous faites chez Medadom. Est-ce que vous pouvez nous présenter Medadom ? Merci François pour l'invitation. Alors chez Medadom, on a pour mission de rendre accessibles les soins au plus grand nombre à travers la téléconsultation. On a deux grands modèles. Le premier, c'est une plateforme qui met en relation des professionnels de santé avec des patients pour de la téléconsultation dans le cadre de soins non programmés. Oui. Une application mobile et web et des bornes et des cabines de téléconsultation munies d'objets connectés. Très bien. Alors vous en êtes où aujourd'hui ? Parce que c'est vrai que les téléconsultations ont explosé pendant la pandémie, c'est clair. Comment vous l'imaginez et qu'est-ce que vous faites aujourd'hui concrètement ? Vous faites du matériel, vous faites des services ? Aujourd'hui, on est à la fois on a trois grands dispositifs, c'est à la fois du software, d'hardware et un service médical. Donc c'est ce qui fait en fait notre vraie plus-value aujourd'hui sur le marché et notamment sur le marché français, puisqu'on peut proposer et promouvoir de la téléconsultation à travers le logiciel, les objets connectés et surtout les médecins qui sont eux référencés sur la plateforme pour permettre de proposer des soins à l'ensemble de la population générale. Alors racontez-nous comment se passe une téléconsultation avec votre solution. Alors c'est très simple, une téléconsultation en borne ou en cabine de téléconsultation. Le patient entre en officine et puis a directement accès à une borne ou une cabine de téléconsultation une fois orienté par le pharmacien si nécessaire. Et puis le patient s'enregistre et a accès directement à un médecin en moins de 10 minutes. Il y a un colloque singulier qui se fait, il y a un échange entre le patient et le médecin. Le médecin a la possibilité de piloter les objets connectés à distance. Alors le médecin, on le voit sur une télé. Tout à fait. Le médecin, on le voit en grand écran sur une télé. Il y a un colloque singulier qui s'établit. Et puis le médecin va piloter vraiment ces objets connectés, ce qui va permettre de donner une autre dimension à la téléconsultation et d'avoir des capteurs et des constantes qui vont permettre de mieux orienter le diagnostic et ainsi d'affiner le diagnostic pour permettre une meilleure efficacité dans la prise en charge médicale. Quel type de capteur on retrouve dans votre dispositif ? Alors on a 6 dispositifs médicaux. On a le tensiomètre pour la tension, on a la saturomètre pour l'oxygénation, on a le thermomètre pour la température corporelle et ensuite on a un otoscope qui permet d'observer le tympan de l'oreille, un dermatoscope pour les lésions cutanées, pour savoir quel type de lésions cutanées sont sur la peau.
Et ensuite, on a un lecteur et un stéthoscope, excusez-moi, pour écouter les bruits du cœur et qui vont permettre vraiment d'orienter la pathologie du patient en téléconsultation. On évoquait tout à l'heure le fait de désengorger les hôpitaux et d'éviter en fait que les gens aillent dans un hôpital. C'est peut-être la première solution que vous évoquiez. Typiquement, voilà, ces cabines de téléconsultation, on facilite ça, non, Antoine? Absolument, c'est un très bon exemple justement des solutions qui peuvent être proposées pour faciliter l'accès aux soins dans certains territoires, avec l'enjeu, comme je le disais, d'arriver à trouver les bons équilibres, parce qu'aujourd'hui les patients n'y sont pas forcément habitués, les médecins n'y sont pas forcément formés, et puis on a des questions aussi de régulation, Oui, savoir bien sûr. qui va pouvoir y accéder et dans quel cadre. Et donc c'est tout le travail qu'il faut accompagner pour faire en sorte que ce type d'initiative devienne vraiment complètement classique. On en parlait tout à l'heure dans De quoi je me mêle. L'ordre des médecins parfois n'est pas tout à fait compatible avec ce type d'objet parce que voilà, on peut en mettre maintenant dans des supermarchés, etc. Il faut malgré tout sanctuariser, à votre avis, ces endroits-là ou justement en mettre partout? Alors la question est surtout comment est-ce qu'on répond aux besoins de santé de la population. Et donc cette approche-là en fait partie. Il y a évidemment un enjeu pour les professionnels de santé de faire en sorte que ça se fasse et pour les patients dans des bonnes conditions avec des outils qui sont validés, qui sont évalués. Néanmoins, on ne peut pas attendre 5 à 10 ans des évaluations trop longues. Il y a des besoins qui sont tout à fait immédiats. Donc il faut arriver à positionner les bons modèles. Je pense que la réflexion, elle se porte avec les professionnels, avec les patients, avec les citoyens et avec leurs représentants et qu'elle doit émerger rapidement. On a vu pendant le Covid, on est passé de quelques milliers de téléconsultations par mois à plusieurs millions par semaine, que les outils technologiques arrivent à maturité et Medadom en est un bon exemple. Et donc je pense qu'on va arriver ensuite à trouver un équilibre qui permettra de faire en sorte que dans certaines régions où il y a des difficultés d'accès aux soins, eh bien, on puisse avoir soit dans des espaces sanctuarisés, soit dans des centres spécifiques, l'accès à un professionnel avec ce type d'outils. Voilà, en gros, OK pour les télécabines, mais pas partout. C'est pas n'importe comment en tout cas. Pas n'importe comment Voilà, en tout cas. Exactement. Eh bien, merci à tous les trois. Merci Antoine d'être Merci, passé François. par le plateau de quoi je me mêle, directeur général de Paris Santé Campus. Marine Cottier-Eslou, donc présidente de Lucine. Merci. Et Elie Dan Mimouni, directeur général de Medadom. Et bien voilà, de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis sur la nouvelle chaîne Tech & Co que je vous invite à découvrir bien sûr sur les box opérateurs, mais aussi ce week-end sur BFM Business. On sera là bien sûr la semaine prochaine. Merci de nous suivre, à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.